je ne parle jamais d'accouchement physiologique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je m'intéresse à la physiologie de l'accouchement, Hmm, comprendre la physiologie de l'accouchement. Mais il y a maintenant 10 000 ans que les milieux culturels interfèrent hmm. de façon multiple dans l'accouchement par par des rituels, par par des croyances, une foule de façons de socialiser l'accouchement, à tel point qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que veut dire un accouchement physiologique. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien pour le magazine Nexus. Nous recevons aujourd'hui Michel Audin. Il a été l'un des pionniers de l'accouchement physiologique et de la naissance physiologique. Il nous expliquera tout sur sa carrière, plus de 60 ans de carrière. Il a été l'un des ambassadeurs de la naissance naturelle. Il nous expliquera les conséquences de la naissance sur l'enfant et sur la mère et sur la vie et aussi sur l'humanité. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Je vous en cite quelques-uns. Le bébé est un mammifère, Bien-être, le fermier et l'accoucheur, l'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée et bien d'autres. Mais avant cela, je vous invite à nous soutenir. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Vous pouvez nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr. Et tout de suite, je reçois Michel Audin. Michel Audin, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour Nexus. Alors moi, j'ai découvert toute votre carrière, tous vos travaux très récemment. Nous avons interviewé d'ailleurs Maïti Trélain, qui est sage-femme, qui a écrit un ouvrage et dont vous avez fait la préface et dans lequel il y a énormément de connaissances sur l'accouchement physiologique. Et c'est vrai que dans notre époque, on ne sait pas trop comment bien être. Voilà, finalement, on laisse un peu ça de côté, on fait confiance au corps médical. Et finalement, à travers vos travaux, parce que vous avez été chirurgien obstétricien, et c'est vous qui avez un peu initié, été le pionnier des piscines d'accouchement, des salles naissance physiologiques dans les maternités. Aujourd'hui, on voit que ça se développe de plus en plus, mais très peu de gens savent encore aujourd'hui bien-être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi est-ce si important de bien-être? Bien, on doit dire que jusqu'à présent, le milieu culturel en général, les, les gens qui participent à, euh, à la presse, comme par exemple disons, les médias, s'intéressent déjà beaucoup aux effets des activités humaines. Mais, paradoxalement, on s'intéresse très peu à l'évolution de l'être humain. On entend constamment parler de la météorologie, de l'évolution des climats, une foule de sujets vous, dont que vous connaissez bien, comme les, les pollutions des océans, Oui. etc., etc. Mais on ne s'intéresse pas à l'évolution de l'être humain. Or, l'évolution de la planète dépend avant tout de l'évolution de Homo, l'évolution de l'être humain. Et il y a une phase de la vie humaine qui a été constamment transformée depuis, disons, depuis que nos ancêtres dominent la nature. C'est récent, ça fait pas plus que 10 000 ans, c'est récent dans l'histoire de l'espèce humaine. Hmm. Depuis que nous dominons la nature, eh bien, il y a une évolution très rapide de l'être humain. Il évolue, l'être humain, et on s'attend à de puissantes évolutions dans l'avenir. Et on peut dire que finalement, l'évolution de la planète Terre, que moi j'appelle personnellement la planète océan, puisque c'est le titre d'un de mes livres, eh bien, dépend en grande partie de l'évolution de Homo.
Hmm. J'ai annoncé à un tel point que mon vocabulaire, en fait, est différent de celui que vous me prêtez. Par exemple, je ne parle jamais d'accouchement physiologique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je m'intéresse à la physiologie de l'accouchement, Hmm. comprendre la physiologie de l'accouchement. Mais il y a maintenant 10 000 ans que les milieux culturels interfèrent Hmm. de façon multiple dans l'accouchement par par des rituels, par par des croyances, une foule de façons de socialiser l'accouchement, à tel point qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que veut dire un accouchement physiologique. Jamais j'utiliserai cette phrase, mais qu'on me prête sans arrêt. Qu'on me Oui, c'est prête sans vrai. arrêt. De même que je ne parle pas d'accouchement naturel, pour à peu près la même raison. D'accord. Euh, donc, c'est-à-dire que l'évolution de ma façon de penser implique une évolution profonde du vocabulaire. Hmm. Ça va ensemble. Alors voilà une façon un petit peu de nous mettre au diapason, de comprendre, c'est faire attention, euh, corriger nos différences en ce qui concerne le vocabulaire, et nous en avons fait déjà donné l'occasion. Alors du coup, de quel type d'accouchement parlez-vous? Parce que du coup, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Bien-être. Ah, mais ça, Bien-être. c'est une vieille histoire. Comment naître Bien-être, bien? c'est un livre que j'ai publié très exactement en 1976. Hein. Ça date. Donc, vous pouvez calculer le nombre d'années que ça représente. Ça fait pas pour un demi-siècle. C'est presque Alors, 50 ans. à l'époque, j'ai publié ça aux éditions du Seuil. J'étais très occupé. Oui. Je m'occupais à l'hôpital de Pithiviers. J'ai officiellement du service de chirurgie. Mais comme il n'y avait pas le poste de gynécologue accoucheur était vacant, en réalité, c'est moi qui m'occupais du poste de gynécologue accoucheur. Mais je m'en suis occupé de telle sorte que je vais vite. Mais Hmm. entre 1962 et 1977 et après, on est passé de 200 accouchements par an à 1000 accouchements par an. Et j'étais toujours le seul médecin. Oui. Alors, j'avais pas grand temps, mais j'ai quand même trouvé le moyen à un certain moment d'écrire un livre, aussi rapidement possible. Et les éditions du Seuil ont proposé comme titre quelque chose d'assez neutre finalement. Hmm. Le bien-être. Le bien-être, c'était neutre. Donc, j'avais pas le temps de discuter et j'étais pas encore habitué à discuter avec les producteurs de livres. Donc, voilà. Alors, ça nous ramène très loin, vous voyez. Alors, bien entendu, depuis, euh, tout a évolué très vite. Les connaissances scientifiques ont évolué très vite. Ma compréhension de la physiologie de l'accouchement, je ne parle pas d'accouchement physiologique, même ma compréhension de la physiologie de l'accouchement a considérablement évolué, s'est adapté. J'ai eu des étapes importantes. Mon vocabulaire s'est modifié. Donc, depuis, j'ai écrit un nombre de livres que je ne peux pas vous donner comme ça. Je crois que ça doit être à peu près 16 ou 17, oui, mais j'en suis pas sûr, y compris des livres que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas voulu publier en France. Par exemple, j'ai un livre publié par Random House à New York, qui s'appelle Birth Reborn, mais des éditeurs américains, à l'époque où je n'avais pas beaucoup de temps pour discuter, ont voulu rendre à leur façon le livre aussi commercial que possible. Finalement, je n'aimais pas ce livre. Et j'ai jamais voulu qu'il soit publié en français. Hmm. Il a été publié en, je crois, 23 langues. J'ai jamais voulu qu'il soit publié en français. Birth Reborn par Random House à New York. Ouais, parce que vous êtes aujourd'hui vraiment une référence pour beaucoup de parents qui veulent comprendre la physiologie de l'accouchement. Pour beaucoup. Alors, il est certain que j'ai eu des tournants dans ma compréhension de la physiologie de l'accouchement. Je les ai exprimés de différentes façons. Mais je crois, pour aller vite, de sauter sur le grand tournant. Euh, Si j'avais le temps, je vous dirais comment par hasard je suis devenu
responsable d'une maternité d'un hôpital Ah bah, public. allez-y, on a vraiment le temps, hein, n'hésitez pas. Ah, c'est presque par hasard, parce que j'étais formé comme chirurgien au cours des années 1950, à l'époque même où la nouvelle technique de césarienne a été introduite. Avant, on faisait ce qu'on appelait des césariennes corporeales, je ne passe sur les détails, mais on n'osait pas en faire beaucoup, c'était encore dangereux, il y avait encore beaucoup de complications. Et puis, on a changé la technique, Hmm. et c'est dans les années 50 que cette technique s'est répandue. Mais les gynécologues accoucheurs n'avaient pas de formation chirurgicale. Ils demandaient au chirurgien, Hmm. s'il vous plaît, faites une césarienne. Bon, bah, on faisait une césarienne. Alors, donc, je serai très vite devenu familier avec la nouvelle technique de césarienne. Et d'autre part, au cours de mes études, mais incidemment, pendant 6 mois, j'étais externe, c'est-à-dire étudiant en médecine avec quelques responsabilités, chez M. Suzor, un gynécologue accoucheur parisien bien connu. Beaucoup de gens connaissent encore son forceps, etc. Donc j'avais une connaissance de l'obstétrique marginale, que je ne voulais pas. Hmm. Mais d'autre part, je connaissais la nouvelle technique de césarienne, alors que j'ai aussi eu l'occasion de développer pendant les événements d'Algérie. Je me suis trouvé dans l'armée française en 58-59. J'ai fait beaucoup de césariennes dans le cadre de la chirurgie d'urgence. Voilà. Alors, il y a eu une part de hasard qui fait que quand j'ai été nommé chirurgien à Pithiviers, par hasard, parce qu'il n'y avait personne d'autre à ce moment-là, je me suis occupé de la maternité. Hmm. Alors, je m'y suis beaucoup intéressé. Ça m'intéressait pour changer d'air un peu, si on peut dire, de bavarder avec les sages-femmes qui sortaient de l'école. Il y a des deux sages-femmes, et moi pour de, de bavarder. Alors, je vais tout de suite vous dire ce qui a été un tournant dans, dans ma carrière. Parce que, à l'origine, on pensait que je m'occupais de la maternité de façon provisoire. Hmm. On pensait que un jour ou l'autre, il y aurait un gynécologue accoucheur spécialisé qui prendrait le poste, et que on ferait venir un autre chirurgien, on se partagerait le gain, etc. Mais il y a un événement qui m'a conduit à continuer à occuper de la maternité, à ne pas suivre les projets faits par l'administration à l'origine. Alors, je vais résumer. C'est un ami qui travaillait dans un laboratoire pharmaceutique, c'est pas un mystère, c'était égique, m'a dit un jour, on a un nouveau produit, on appelle Gamma OH, et c'est un neuromédiateur, c'est-à-dire une substance qui existe de toute façon, qui travaille dans le cerveau. D'accord. Et il semble que ça a un avenir, un avenir en anesthésiologie. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que certains m'ont dit que ça agissait comme l'ocytocine pendant l'accouchement. Hmm. Est-ce que tu voudrais essayer? Alors, à l'époque, ça se passait 63, 64 par là. On ne s'embarrassait pas beaucoup de bureaucratie dans un hôpital public, mais surtout. Hmm. Je dis, oui, on le revoit quelques flacons. Alors, quand une femme est arrivée au travail, bah, on s'est dit, on va essayer. Ce flacon, ça ne doit pas être dangereux, on peut essayer, c'est un neuromédiateur. Oh là là, dès qu'elle s'en remarque, sa femme complètement folle, criant, jurant, allant toute nue dans les couloirs. euh, on- Mais le bébé est né dans 2 coups de cuillère à peau. Ah oui. Alors là, j'avais tout compris. Et j'ai dit à mon copain, nouveau produit, qu'à l'époque on appelait Gamma Wash, ce nouveau produit, il n'agit pas comme l'ocytocine. Ce nouveau produit, il met au repos le néocortex, le cerveau de Hmm. l'intellect, le cerveau qui pense, le cerveau. Voilà ce qu'il fait. C'est pourquoi vous pensiez à l'époque il pensait à l'époque qu'il avait un avenir en anesthésiologie. En fait, il Hmm. avait plutôt un avenir comme drogue illicite à l'époque. Mais c'est une parenthèse. Mais alors, le résultat,
c'est que, en fait, j'avais compris l'essentiel. J'avais compris l'essentiel de la physiologie de l'accouchement dans l'espèce humaine. C'est que ce, notre nouveau cerveau, notre néocortex, cet cerveau, cette zone du cerveau extraordinairement développée dans l'espèce humaine, que l'on considère à juste titre comme éventuellement un outil qui nous renseigne sur le temps, l'espace, qui facilite la communication. Mais en fait, il inhibe certaines fonctions physiologiques. Et parmi elles, D'accord. il inhibe le processus de l'accouchement. Depuis, on a appris il inhibe aussi l'olfaction, l'odorat, etc. Alors là, je me suis dit, j'ai compris l'essentiel de la physiologie humaine. J'ai compris les besoins de base de la femme qui accouche. Hmm. La femme qui accouche, faut pas chercher à l'aider à accoucher. Faut pas, on peut pas aider un processus involontaire. On ne peut plus le gêner. C'est contre-productif d'aider une femme à accoucher, d'aider un processus involontaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est protéger. Alors tout d'un coup, voilà pourquoi je suis tellement euh, à cheval sur le vocabulaire. C'est que soudain, beaucoup de mots que je n'utilise plus, comme par exemple, jamais je parlerai d'aider une femme à accoucher. Ça, c'est le passé. On ne peut pas aider un processus involontaire. On ne peut que le gêner en l'aidant, en interférant. Mais ce D'accord. qu'on peut faire, a priori, c'est le protéger contre ce qui pourrait l'inhiber, qui pourrait le rendre plus Hmm. difficile. Donc, voilà le tournant, en quelque sorte, dans ma carrière. Il y en a eu d'autres, mais c'est un tournant essentiel. J'ai compris qu'une femme qui accouche a avant tout besoin d'être protégée. Alors, le mot-clé, là, Hmm. c'est protection contre tout ce qui pourrait stimuler le cerveau de l'intellect, c'est-à-dire le néocortex. Alors, ça veut dire, mais oui, mais on comprend, alors, Hmm. il faut la protéger contre le langage. Ça veut dire, mais il faut pas parler d'une femme qui accouche. Hmm. La protéger contre la lumière. C'était Hmm. l'époque où se développaient certaines formes de lumière artificielle sur le riz en lumière bleue, en lumière bleue, etc. Donc, il faut, il faut la protéger contre ce qui attire son attention en général. Il peut se passer quelque Hmm. chose alentour. Euh, et, etc., etc. Il ne faut pas l'observer, etc., etc. Donc j'avais compris en quelque sorte, soudain, ce tournant. Et il ne s'agit pas d'aider une femme qui accouche, ce que on voulait, tout le monde voulait faire. Tous les gens qui nous parlaient d'accouchement naturel, ils cherchaient à aider, hein, Oui. à aider l'accouchement. Ils enseignaient aux femmes à quoi faire pour les aider, etc., etc. Non, non, j'ai compris l'essentiel. Il faut changer de façon de penser. C'est pour ça que je corrige toujours le vocabulaire. C'est très important, vous avez raison. Mais dès le début, parce que, enfin, alors, parce que c'est essentiel. Ce qui fait aider à prendre conscience, changer de façon de penser, une prise de conscience, il faut d'abord changer le vocabulaire. Et ça conduit à poser des questions. Mais alors, quel est le prototype de la personne qui protège? Hmm. Ben, le prototype de la personne qui protège, c'est la maman. Eh bien, Hmm. il semble qu'à l'origine, dès qu'il y a eu des sages-femmes, au début, la sage-femme, c'était plutôt la figure maternelle, c'était quelqu'un comme la maman. C'est Là, vrai. c'est redécouvrir aussi l'origine de la sage-femme, qu'on a complètement oublié, qu'on a transformé, Hmm. qu'on a modifié. Aujourd'hui, vous savez bien que les sages-femmes, ce sont des techniciennes qui sont entraînées à suivre des protocoles. On les Oui. appelle encore sages-femmes, mais je définis leur rôle actuellement, hein. Euh, et il en sera ainsi tant qu'on n'aura pas compris l'essentiel de la physiologie de l'accouchement, hein. Alors, je me dépêche d'en parler en ce moment parce que, comme j'ai 95 ans, si je ne répète pas cela maintenant, ben après, ce sera, c'est assez difficile de le répéter, de faire répéter. Ça peut paraître bizarre, alors que c'est simple. C'est Oui. simple. Il faut mettre au pot le cerveau de l'intellect. C'est pas plus compliqué que ça. Mais non. Mais alors, dans les maternités actuelles, dans les milieux hospitaliers, l'ambiance a pas l'air très propice
Ah ben, c'est pas seulement une maternité, c'est dans le milieu culturel actuel. Hmm. C'est partout dans le monde, et c'est pas dans un pays ou dans un autre. C'est transculturel. C'est une incompréhension culturelle de la physiologie, des processus de l'accouchement. C'est- Et, euh, il faut aussi faire remarquer que l'incompréhension de la physiologie de l'accouchement est très prononcée dans les milieux qui parlent d'accouchement physiologique, qui parlent d'accouchement naturel. C'est la même. Il faut avoir le vocabulaire. Par Com- exemple, dans les milieux de naissance naturelle, un mot qui a été très utilisé venant des États-Unis, c'était coaching. Pour Ah, accoucher, vous avez besoin d'un coach, un coach qui va vous guider, etc., etc. Dans les milieux médicaux, on a parlé de management, un manager. oui, Et c'est la même chose. Le milieu médical, milieu qui fait la promotion de la naissance naturelle, c'est la même façon de penser. C'est culturel. Et voilà pourquoi je suis constamment obligé de réviser le vocabulaire, parce que le vocabulaire traduit les façons de penser. Traduit les façons de c'est penser. vrai. Donc, j'essaie d'éliminer certains mots comme aider, contrôler, guider, et, et coaching, par exemple, etc. Alors, j'ai sauté en quelque sorte sur les premiers mots que vous avez prononcés. Je n'ai pas attendu, mais je m'y attendais. Pour essayer d'emblée de dire finalement ce qui me paraît essentiel, d'évoquer il y a eu d'autres tournants dans ma carrière, bien entendu, mais je crois que celui-là, c'est le plus important. C'est de loin le plus important. Et qui s'est précisé parce que après, grâce à la neurophysiologie, on a mieux compris que d'une façon générale, le cerveau de l'intellect, c'est-à-dire le néocortex, le cerveau, le nouveau cerveau, eh bien, on a mieux compris qu'il peut avoir des actions puissantes dans deux directions opposées. Hmm. Alors, ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il peut inhiber, il peut aider d'abord, euh, aider de façon multiple, par faciliter la communication, Mhm. etc., etc., donner le renseignement sur l'espace et le temps, c'est aider. Mais ce qu'on n'avait pas réalisé, alors que c'est réalisable, on n'a pas réalisé, c'est que le néocortex peut avoir un puissant effet d'inhibition de processus physiologiques. Voilà ce qu'il faut Hmm. comprendre. Alors, on le comprend mieux si on dit, mais il n'y a pas que l'accouchement qui s'inhibait par le cerveau de l'intellect, le néocortex. Il n'y a pas que l'accouchement, il y a des réflexes. Et bah, tous les pédiatres, les neurologues, et les sages-femmes aussi, les médecins, les gynécologues, ils savent que chez le bébé, le nouveau-né, on met en évidence des réflexes. Hmm. Et ces réflexes vont disparaître après 2, 3 mois, 4 mois, inhibés par le néocortex qui devient plus puissant. Hmm. Il y a l'olfaction. On a bien démontré que euh, le sens de l'odorat est inhibé par le cerveau de l'intellect. Si par exemple vous consommez du vin, une boisson alcoolisée, qui permet de réduire votre contrôle néocortical, Hmm. votre sens de l'odorat est plus fort. Ça fait partie. Il y a les états émotionnels qui donnent accès à la transcendance, Oui. aussi inhibés par l'activité du néocortex. Euh, et il y en a d'autres, mais l'important, c'est de comprendre. Et c'est nouveau. Mais ce n'est pas. Dire cela, ce n'est pas introduire des connaissances nouvelles. C'est réunir des connaissances qu'on peut interpréter lorsqu'on les a réunies. Eh Et, bien, voilà la clé aujourd'hui d'un tournant dans notre compréhension de la physiologie de l'accouchement. Et ce besoin de comprendre la physiologie de l'accouchement, il est urgent. Il est et urgent. pourquoi il est urgent?
Il n'y en a pas pour longtemps à dire qu'il est urgent. En deux coups, très, très rapidement, je vais vous le dire. Pensez à ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, eh bien, la plupart des bébés, en règle générale, les femmes ne mettent plus au monde leur bébé. Le bébé est délivré par une institution qui dispose de moyens pharmacologiques, de moyens chirurgicaux comme les césariennes, mais on ne, aujourd'hui, la plupart des femmes à l'échelle mondiale, eh bien, finalement, ne mettent plus au monde leur bébé en libérant leurs propres hormones. Or, le flou hormonal qu'une femme est censée accoucher pour mettre au monde un bébé, c'est un cocktail d'hormones de l'amour. Eh bien, ça ne faut pas plus pour montrer l'importance du sujet. On a rendu les hormones de l'amour inutiles dans la période critique. C'est une période critique du développement de l'être humain. La période critique, pensez qu'il y a un prix Nobel en 73 pour ceux qui ont parlé des effets comportementaux dans la période de la naissance. Hein. Eh bien, dans la période critique qui entoure la naissance, on a rendu les hormones de l'amour inutiles. Plus besoin d'hormones de l'amour. Alors, là, on dit, mais alors, mais c'est sérieux, qu'est-ce qui va? Faut réfléchir à ça, ça mérite une réflexion. Ouais. Ça peut passer avant bien des sujets qui font la une des médias actuellement. Avant de parler des effets des activités humaines, interrogeons-nous sur l'évolution de Homo. Euh, alors, il n'y a pas, j'ai donné cet exemple pour montrer que c'est sérieux, mais il y a d'autres façons de montrer que c'est sérieux, des façons qu'il n'est pas facile d'agir non plus. Euh, Par exemple, euh, il est important de savoir qu'un nouveau-né humain, quand il naît, il a les mêmes anticorps qu'on appelle IgG que sa mère, dans l'espèce humaine, Ouais. Parce que le placenta rend facile le transfert des anticorps, appelés IgG, du sang maternel au sang fœtal. Donc le bébé qui vient au monde, en- il vient avec les mêmes anticorps que sa mère. C'est-à-dire que les microbes familiers pour la mère sont familiers pour le bébé. Or, les premiers microbes qui vont coloniser le bébé, bah, ils vont jouer un rôle. Les premiers, comme toujours, les premiers, ils viennent mettre du territoire. Bah, ils vont jouer un rôle important dans l'éducation du système immunitaire, dans sa programmation, c'est-à-dire dans la façon dont s'établit la santé dans une certaine mesure. Alors, on a parlé de l'évolution de l'amour, évolution, on a parlé de la santé, tout ça. Alors aujourd'hui, bah, pas besoin de non-développement pour dire que c'est plus du tout la même chose. La plupart des bébés aujourd'hui ne naissent plus au milieu d'une grande diversité de microbes familiers amicaux. C'est pas, j'introduis aucune connaissance nouvelle. Ils naissent la plupart du temps, mais c'est même au milieu, au milieu de micro-organismes peu familiers et peu abondants aussi en même temps. Voilà. Alors là, on en est cette fois-ci à quelque chose de très important, l'éducation du système immunitaire. Comment se construit la santé, et puis aussi comment se construit la flore intestinale. Or, on est en train d'apprendre que la flore intestinale a de grands rôles à jouer dans les fonctions du cerveau, c'est-à-dire dans le trait de personnalité, dans les maladies mentales, dans beaucoup d'états pathologiques, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pour dire que aujourd'hui, on a assez de documents pour dire que c'est un sujet sérieux. Oui. C'est pas un sujet assez, pour lequel on a assez de documents pour vous dire à vous Marc, ben, on va aborder ensemble un sujet sérieux. Et c'est très sérieux et ça, en fait, on découvre par vos travaux
que ça a un impact sur les bébés, sur les mamans et sur l'humanité entière, en fait. Ben oui, oui, il faut réaliser à quel point c'est sérieux. Et pour le réaliser, il n'y a pas besoin d'apporter de questions nouvelles, de connaissances nouvelles. Ce qu'il y a, c'est que les connaissances utiles sont dispersées du fait Oui, de la spécialisation, l'ultra-spécialisation. c'est vrai. L'ultra-spécialisation rend aveugle. Oui, c'est Donc, vrai. il faut, je pourrais donner beaucoup d'exemples. Oui. Ah bah, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Si vous en avez, Ben oui, je vais vous donner un exemple parmi d'autres, pour montrer à quel point il faut bousculer les effets de la spécialisation pour souvent progresser. Je vais vous donner un exemple. Euh, je vais prendre pour exemple ce que nous sommes en train d'apprendre sur le rôle du vernix caseosa dans l'établissement de la flore intestinale. que- Alors, le vernix caseosa, je vais l'expliquer pour oui, certains, pas pour d'autres, c'est la crème comme du fromage, vernix caseosa, qui couvre la peau d'un bébé nouveau-né oui, humain. Humain. Alors, jusqu'à présent, ça n'intéressait personne, le vernix caseosa humain, parce que on disait, bah, il n'y a que les êtres humains qui naissent avec la peau couverte de vernis spagiosa. Mais il y a une règle pas très bien connue, mais extrêmement utile aujourd'hui. C'est que, d'une part, nous avons appris que, génétiquement parlant, nous faisons partie de la famille des chimpanzés. mhm, Les chimpanzés communs, les bonobos, c'est bien connu. On a enfin, 99% de notre ADN en commun, etc. Donc, on sait euh, aujourd'hui que nous faisons partie de la famille des chimpanzés, mais, quand il y a une caractéristique humaine qui n'est pas partagée avec les chimpanzés, eh bien, c'est un point commun avec les mammifères marins. Alors, il faut connaître cette règle que j'ai déjà énoncée, mais pour pour vous offrir un exemple de l'importance de l'interdisciplinarité. C'est que on a dit, tout le monde a dit jusqu'au XXe siècle, sans exception, il n'y a que les bébés humains qui naissent avec la peau couverte de l'anus spagiosa. Bon, de l'île dans les obstétriques. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas que les humains. Il y a des mammifères marins, comme les phoques, comme les lions de mer. Alors, si on veut mieux comprendre à quoi sert ce vernis spagiosa, étudions, comparons avec ce qui se passe chez les phoques, et surtout les lions de mer ont été mhm. mieux étudiés. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Mais alors là, ça va très loin. C'est avec l'actualité, ça va très loin. Eh bien, euh, à la fin de la vie fétale, le bébé lion de mer et le bébé phoque sont couverts de vernis spagiosa. Mais à la fin de la vie fétale, les particules de vernis se détachent dans le liquide amniotique, détachent. Mhm. Et le fœtus avale ces particules. Et dans ces particules, il y a des éléments importants, comme ce qu'on appelle des branch chain fatty acids, c'est pas là, je ne veux pas y avoir besoin, qui sont importants pour l'édu- comment dire, l'établissement de la flore intestinale. C'est important pour la femme. À une époque où on apprend l'importance de notre flore Ouais. intestinale dans notre santé, dans nos comportements, etc. Or, eh bien, il se passe la même chose chez l'être humain. Chez l'être humain, il y a aussi, à la fin, des particules de Vénus caseosa qui se détachent dans le liquide amniotique. On le savait, on le savait. Mais comment ça, on pensait qu'il y avait que chez les êtres humains qui étaient comme Mhm. ça. On ne pensait pas aller plus loin. Mais on va plus loin maintenant. Et on va plus loin à condition de, d'avoir des activités, comment dire,
des façons de se comporter interdisciplinaires. Oui. Interdisciplinaires. L'ultra-spécialisation euh, euh, nous aveugle. L'ultra-spécialisation nous a aveuglés parce qu'on a atteint des degrés extrêmes d'ultra-spécialisation. Donc, alors, j'en profite pour dire, moi j'ai de la chance en quelque sorte, c'est que maintenant, étant donné que j'ai 95 ans cette année, bah, je continue toujours à m'intéresser, à me poser beaucoup de questions, mais je peux élargir mes horizons, parce que c'est pas comme un praticien. Hmm. Praticien, enfin, dans le praticien, il est un peu enfermé dans ses activités et ses façons de comprendre certains effets physiologiques, etc. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus de temps. Ce qui fait que ça me permet aujourd'hui de me présenter. Et je vous le dis, il faut pas encore. Vous aurez une autre occasion de me présenter un jour, de me présenter comme un étudiant interdisciplinaire en nature humaine. Hein. Alors, alors que finalement, Euh, j'ai fait des choses d'une grande diversité dans ma vie, hein, puisque alors je suis chirurgien, etc. J'ai établi une banque de données en épidémiologie, j'ai fait beaucoup de... Or, ce qui m'a permis de progresser, d'aller au-delà de ce qu'on répète, Hmm. et au-delà de ce qui est incompris, euh, c'est c'est que j'ai pu euh, avoir une attitude interdisciplinaire, me présenter comme un diffusion interdisciplinaire en nature humaine. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres médecins, d'autres personnes qui ont pris le relais de vos recherches? Est-ce que vous avez constaté que l'accouchement en France se déroule mieux aujourd'hui ou ça n'a pas changé? Bah, ça a évolué. On ne peut pas dire mieux ou moins bien, ça a beaucoup évolué, mais les façons dominantes de penser, c'est difficile à transformer. La façon dominante de penser, c'est que on veut aider le processus de l'accouchement. Et c'est contre-productif de l'aider. Donc, ce qu'il faut attendre, c'est un changement des façons de penser. C'est pas des connaissances nouvelles. Hmm. Et la nouvelle façon de penser, c'est de comprendre que qu'on peut faire, c'est protéger ce processus involontaire. Protéger contre ce qui pourrait le gêner. C'est-à-dire protéger contre toute Stimulation activité du du cerveau, néocortex. de l'intellect. Hmm. Voilà euh, Eh, Est-ce que notre... il faut changer de façon de penser. Alors que moi, je résume cela en disant qu'il faut changer de paradigme. Hein. Oui. C'est pas tellement des connaissances. On dispose presque de toutes les connaissances utiles. Mais il faut très difficile de les trouver. Ouais. Elles sont dispersées. Elles sont dispersées parce qu'elles viennent en général de scientifiques. Les connaissances utiles viennent de scientifiques qui ne s'intéressent pas particulièrement à l'accouchement. Mais est-ce que le problème, c'est que la physiologie de l'accouchement dont vous parlez va à l'encontre de cette culture qui stimule trop les néocortex partout dans notre civilisation? Ben, actuellement, c'est une remise en cause importante de la façon de penser. Alors, la question, c'est que est-ce qu'on parviendra à entrer dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire une façon nouvelle de penser? Je crois qu'il y a un groupe de personnes qui peuvent jouer un rôle important, ce sont les médias. Et, quand un sujet devient familier parmi les médias, il devient encore plus familier, encore plus familier. Et actuellement, par exemple, les médias s'intéressent beaucoup aux effets des activités humaines, mais ils ne s'intéressent pas à l'évolution de Homo, de l'être humain. Ouais, c'est vrai. Et les, les futurologistes ne s'intéressent pas à l'évolution de l'être humain. Et ceux qui s'intéressent à l'évolution de l'être humain ne s'intéressent pas à l'avenir. Ils étudient le passé. C'est vrai. Donc, voilà un petit peu où nous en sommes. Alors, il y a des raisons il y a des raisons d'optimisme. Il y a des raisons d'optimisme parce que ce qu'il faut, ce qui est pas complètement utopique, c'est une soudaine façon de, euh,
une nouvelle façon de penser. Soudain, une nouvelle façon de penser. Une prise de conscience. C'est plutôt une prise de conscience. Hmm. Voilà. Or, une raison d'optimisme, c'est que certaines prises de conscience étaient imprévues, sont Hmm. arrivées subitement. Et ça, c'est une raison d'optimisme. Vous voyez. Hmm. Ce dont je viens de parler aujourd'hui, c'est ce que je crois avoir, comment dire, compris, hein, euh, et qui, a priori, devrait pouvoir se transmettre si on veut s'intéresser à la question. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les prises de conscience peuvent survenir de façon beaucoup plus rapide que prévu. Et ça, c'est l'espoir aujourd'hui. Je vais donner un exemple pour montrer que les prises de conscience peuvent se transformer récemment. Imaginez les femmes de la génération de ma mère. Hmm. Je suis né en 1930, à la maison, bien entendu, dans un village français, bien entendu. Et ma mère disait, plus tard, quand elle entendait parler, les plus jeunes, elle disait, oh, je ne peux pas imaginer que mon mari m'ait regardé quand j'accouchais. Hmm. Sous-entendu, mais qu'est-ce qui serait devenu de notre libido, je ne sais pas, de l'avenir. Hein. Et puis, eh bien, deux générations suivantes, les petites filles de cette génération, presque toutes disaient, je ne peux pas imaginer accoucher sans la présence de Oui, mon partenaire. c'est vrai. Eh bien, il ne s'agit pas d'écouter ma mère ou les petites filles, mais il s'agit de dire, mais les prises de conscience peuvent être rapides. Hmm. Et ça, c'est une raison d'optimisme. Ah, quels Mais sont... écoutez, je vais vous faire une suggestion, Oui, parce que allez-y. les sujets sont énormes. On pourrait parler pendant 3 jours. Hein. Les sujets sont énormes, mais là, j'ai terminé sur une note optimiste. Est-ce qu'on ne pourrait pas se quitter sur cette note optimiste? On a tellement de choses à se dire, et vous avez sûrement une foule de questions, mais moi, je serais tenté de suggérer, malgré toutes les raisons de pessimisme, les raisons de pessimisme, elles sont énormes. On les a bien, plus besoin d'hormones de l'amour, les, euh, les problèmes bactériologiques, etc., etc., etc. Autrefois, les bébés naissaient au milieu d'une grande diversité de microbes familiaux amicaux. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y a une foule de raisons de pessimisme. Mais si vous êtes d'accord, et on va pas parler de tout, hein, et maintenant qu'on se connaît, ça n'empêche pas de se retrouver un jour, comme ça. Mais en attendant, je suggérerais, pendant que j'ai encore assez d'énergie pour parler pendant cette durée sans faire trop de lapsus. Si j'avais fait des lapsus, je sais pas ce que vous les entendrez, vous les corrigerez. Eh bien, Ah, il je n'y en a pas suis eu un seul, hein. Vous inquiétez pas, c'était très je clair. suggère que l'on termine euh, de cette façon en disant, eh bien, malgré tout, il y a des raisons d'optimisme. Et j'ajouterais, parce que vous faites partie des médias, que dans une grande mesure, nous devons nous tourner vers les médias. Ce sont peut-être les médias qui peuvent, d'une façon générale, induire des prises de conscience. Hmm. Comptons sur les médias. Eh bien, voilà comment je suggère de terminer notre rencontre, parce que en plus, je vous sais très occupé. Alors, j'accepte votre proposition Voilà. parce que cet échange Tenez-moi au était quand même, courant de la suite des événements. non, c'était quand même très intéressant et le plus important pour moi, c'était de comprendre aussi cette approche que vous avez et on l'a quand même très bien comprise. Donc je saisis votre proposition, c'est avec Voilà. plaisir. Eh bien, bonne soirée. Mais je vous retrouve, peut-être qu'on se Marie, retrouvera encombrée très de bientôt en tout cas. belles intentions. Merci en tout cas Michel Audin pour le temps que vous nous avez accordé et j'invite vraiment tous ceux qui voudraient approfondir le sujet d'aller se plonger dans vos Tenez-moi au nombreux courant de la ouvrages. façon dont vous allez publier ça.
Et on vous tient au courant, évidemment. En tout cas, merci infiniment et on vous retrouve sûrement très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.